c'est la présentation de la réforme des retraites par la Première ministre. La Première ministre va nous présenter ce texte qui était décidément quasiment devenu un serpent de mer. Nous souhaitons vous présenter le projet du gouvernement pour garantir l'avenir de nos retraites. À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Quand je vois Elisabeth Borne derrière son pupitre là, j'ai pas l'impression d'avoir une première ministre qui vient pour chérir et aimer son pays et ses habitants. J'ai l'impression d'avoir une juge qui vient délivrer sa peine, et ça sera 2 ans. Bonjour à tous. Je voulais dire à quel point la réforme des retraites est une réforme équilibrée, est une réforme de justice qui permet d'assurer la pérennité de notre système par répartition, auquel je suis personnellement très attaché. Fais pas attention à elle, elle est sous acide. Nous continuons d'expliquer notre réforme aux Français. Et nous continuons de leur dire pourquoi nous devons faire cette réforme. Il faut encore une fois qu'on explique la nécessité de la réforme. Ce qui est fondamental, c'est de s'entendre sur la nécessité de porter une réforme des retraites. On le fait parce que c'est nécessaire. La réforme que nous menons, elle est nécessaire. Nécessaire parce que le système est déficitaire. Et la nécessité de la réforme, c'est qu'en 25 ans, on risque d'avoir un déficit cumulé de 500 milliards d'euros. C'est pas une somme de demande de rançon, ça, personne va te prendre au sérieux. Sans cette réforme, il y aura en France 500 milliards d'euros de dettes supplémentaires sur 25 ans. Je ne sais pas financer 500 milliards d'euros. C'est un truc que dirait un enfant de 4 ans quand sa sœur lui demande de lui rendre sa Barbie. Je veux 10 000 milliards. C'est ça qu'on fait. Et on le fait pas dans la brutalité, on le fait de manière progressive pendant une dizaine d'années. J'avais pas l'intention de l'enfoncer jusqu'au bout. Je voulais le lubrifier et le glisser centimètre par centimètre, comme un gentleman. Il n'y a pas de brutalité dans la réforme. Le financement de notre système de retraite est menacé. Le Conseil d'orientation des retraites, le COR, organisme étatique qui n'a rien d'un repère de gauchiste, considère dans son dernier rapport que notre système de retraite, contrairement à ce que prétend donc le gouvernement, se porte plutôt bien. En 2021, il a ainsi dégagé un excédent de 900 millions d'euros et dispose désormais de réserves d'un montant de 3,2 milliards. Et s'il est vrai que son solde global risque éventuellement de se dégrader après 2023, ce n'est que faiblement et de manière contrôlée. Selon le Conseil d'orientation des retraites, qui pronostique de toute façon un retour à l'équilibre après 2030. Vous avez parmi les opposants politiques, certains alors eux, ils font pas dans le détail. Ils vous expliquent que le système va très bien, circulez les braves gens, il n'y a rien à voir et on invente un déficit. Alors là, j'invite chacun à regarder, vous savez, le COR, le fameux Conseil d'orientation des retraites, c'est pas un oracle, mais on peut pas lui donner toute l'interprétation qu'on veut. Il vous présente des chiffres, des courbes, des graphes et qui montrent qu'année après année, le déficit va se creuser et qu'il sera absolument insoutenable. Vous mentez. C'est pas ce qu'il a dit, le président du Conseil d'orientation des retraites. Les dépenses de retraite ne dérapent pas, elles sont relativement maîtrisées. Dans la plupart des hypothèses, elles diminuent plutôt à terme. Et dans l'hypothèse retenue par les gouvernements, elles diminuent très très peu, mais un peu à terme. Surtout, le COR explique dans son rapport que ces analyses ne valident pas le bien fondé des discours qui mettent en avant l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. L'affirmation de Gabriel Attal, selon laquelle, sans réforme, il y aura 500 milliards d'euros de dettes supplémentaires sur 25 ans, est donc complètement inexacte et, à vrai dire, complètement délirante. On ne pourra pas aller à 64 ans. Lever des personnes, faire des transferts, lever des charges lourdes, on ne peut pas. Déjà, on est un secteur, il faut le savoir, le plus accidentogène au-dessus du BTP, on est 3 fois supérieur. Une auxiliaire de vie à 50 ans l'a déjà subi soit une opération, soit des accidents de travail. Une aide-soignante à l'hôpital d'Amiens qui souffre de polyarthrite et qui va prendre 2 ans de plus. Son mari chez Valeo, 39 ans, de nuit et qui va prendre 2 ans de plus. Un jardinier dans les cimetières militaires qui travaille dans le froid, qui travaille dans l'humidité et qui va prendre 2 ans de plus. Un maçon carreleur de 50 ans et qui a déjà mal au dos et qui va prendre 2 ans de plus. Pour eux, c'est pas un truc techno ou budgétaire, c'est dans leur chair, dans leur tête, et votre réforme, ils l'ont très bien compris, c'est 2 ans de plus. C'est vrai que quand on reçoit François Ruffin, il cite des gens en particulier, vous jamais. Ouais, parfois. Ouais, j'évite vous savez, le côté les amis imaginaires, c'est pas tout à fait mon truc.
Ah, c'est des amis imaginaires, Ruffin, il les rencontre pas, les vrais gens. Mais parfois... Ça, c'est très à la mode en ce moment, très bien vu socialement, de porter toujours ce masque de pauvre. Ce sont les amis imaginaires de M. Ruffin. Moi, je suis désolé, les voix, les vies, les visages de ces gens, je les connais. Et c'est en vérité, ça en dit beaucoup plus sur M. Dussopt et sur tous les petits marquis des ministères que sur moi ou sur nous. Parce que ces gens, les gens, notre peuple, notre pays, ils les connaissent comment? Pour eux, ce sont des petites lignes dans les codes juridiques ou ce sont juste des statistiques? Pour nous, ici, ce ne sont pas des amis imaginaires, ce sont nos camarades. Et pour nous, c'est 1000 voix, 1000 vies, 1000 visages. À 72 ans, Gun-Britt travaille toujours du mardi au samedi et sans rechigner sur les horaires. La coiffeuse est même citée en modèle dans la presse féminine. Travailler plus longtemps, le leitmotiv du gouvernement danois. L'âge de la retraite est fixé à 67 ans aujourd'hui au Danemark, mais il devrait évoluer 69 ans en 2035 et même 70 ans en 2040. Est-ce que nous mesurons suffisamment bien la chance que nous avons d'être français? Comparons la France aux autres pays. On se rend plus compte. Une longue file d'attente par moins 5 degrés à la gare de Stockholm, avec une centaine de retraités venus pour un repas chaud. Parmi eux, Russell, ancien travailleur social. Pour moi, ce repas, c'est un moyen de survivre. Je n'arrive plus à boucler les fins de mois et sans ça, je ne sais pas comment j'aurai à manger. Le système de retraite est complètement injuste, surtout avec les femmes qui se sont arrêtées pour garder les enfants et qui ont occupé des postes d'infirmières, de caissières, des postes mal payés. On aurait dû faire comme vous faites en ce moment en France, on aurait dû manifester. Vous regrettez? Oui. Je ne comprends pas cette espèce de sinistrose ou de morosité qui est en train de s'installer. En ce moment, notre pays, je trouve, est trop négatif sur lui-même. La France est un pays peuplé de gens qui se croient... La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Voilà, Sylvain Tesson. Merci, Sylvain Tesson. Il y a un moment, je vous promets, allez un tout petit peu ailleurs. L'Afrique, cœur de l'Empire Bolloré. Une présence dans plus de 40 pays, notamment au travers d'activités logistiques. Du Congo jusqu'à la Guinée, en passant par le Togo ou le Gabon, la filiale du groupe sur le continent gère 16 ports maritimes et une vingtaine de ports secs et terminaux conteneurs. Bolloré en Afrique, c'est aussi des plantations d'huile de palme. Depuis 1995, l'entrepreneur est actionnaire d'un groupe financier luxembourgeois qui gère des dizaines de milliers d'hectares d'exploitation. Nous avons pu pénétrer au cœur de l'Empire noir de Vincent Bolloré. À 2 heures de piste de Douala, ils vont nous présenter des ouvriers payés à la tâche. À peine plus d'1 euro par jour. Eh bien justement, ayez donc conscience de la chance que vous avez. Un carreleur, aujourd'hui, il a accès à des protections pour ses genoux qu'il n'avait pas il y a 15 ans ou 20 ans et qui lui permettent d'éviter... Il reste quand même accroupi toute la journée. Oui, c'est vrai, mais il a des pathologies qui sont moins fortes aujourd'hui. Moi, mon voisin à l'époque dans mon village, qui était maçon, couvreur et qui montait sur les toits, me disait « je n'en peux plus. Je ne peux plus monter sur les toits comme ça ». Aujourd'hui, la nature du travail n'est pas la même. Les déménageurs, les couvreurs, les gens dans les travaux publics sont équipés d'exosquelettes. Et puis après, il y a le retour à la réalité. D'après le ministère du Travail, en 1984, il y avait 12% des salariés qui subissaient 3 contraintes physiques. C'est-à-dire se baisser régulièrement, porter des charges lourdes, être dans des postures pénibles. On se dit, bon, après 40 ans de robotique, d'informatique, de numérique, avec la Startup Nation, tout ça doit s'être formidablement allégé. Eh bien, au contraire, on est passé de 12% à 34% des salariés qui subissent 3 contraintes physiques aujourd'hui. Il y a une trentaine d'années, on était cassé physiquement. Parce qu'on portait beaucoup, énormément de pièces à la main. Maintenant, c'est quand même robotisé. On a quand même des assistances. C'est quand même soulagé. Mais ce qu'il y a, c'est que quand tu rentrais, on faisait 20 voitures à l'heure. Maintenant, on en fait 60 à l'heure. Donc, forcément, c'est derrière. Il y a plus d'automatisation, mais plus de cadence aussi. Plus de cadence. La magie du balai des robots, du balai des hommes. Si vous faites des micro-arrêts, il y a des mouchards partout, à chaque poste. Et si vous faites... voilà, vous n'avez pas tenu la cadence pour faire votre véhicule, il y a quelques secondes d'arrêt. Ces quelques secondes sont multipliées. Et en fin de journée, on vous appelle dans le bureau et on vous dit, bah voilà, t'as fait 20 minutes d'arrêt.
Et on vous fait remplir ce qu'ils appellent un S2N, enfin c'est un formulaire. C'est une sanction c'est un incident et c'est un moyen de pression. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Et il en est de même pour les contraintes psychiques. Il y a, en 1984, il y a 40 ans, c'était 6% des salariés qui avaient des contraintes psychiques fortes, c'est-à-dire devoir faire leur travail dans l'heure et ainsi de suite, et on est passé à 35%. Si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas l'intensification du travail, on ne comprend pas le désir profond qu'ont les gens d'en sortir. Dans 2 ans, au revoir, monsieur, dame. Je serai à l'échelon 7, les mômes sont élevés, j'ai ma cabane en Dordogne. La retraite, faut la prendre jeune. Faut surtout la prendre vivant. C'est pas dans les moyens de tout le monde. Plus on rapproche l'âge de départ à la retraite de l'âge de décès, moins il y aura des gens qui vont atteindre l'âge de départ en retraite en vie. Et pour ceux qui l'atteindront, moins longtemps ils seront en retraite et moins il y aura de retraite à payer. Donc en fait, la question finalement que nous on pose en tant que militants... Même si on vous dit que l'espérance de vie recule. Mais voilà, même si c'était vrai. Et déjà, en l'espérance de vie en bonne santé, ce n'est pas forcément toujours aussi évident que ça. Mais quand bien même ce serait le cas, au nom de quoi les années de vie qu'on gagne sur la mort, on devrait le donner à un patron? Cette réforme, c'est la retraite pour les morts. Parce qu'on le rappelle, si on prend ne serait-ce que l'âge de 62 ans, comme le montrait ce graphique de Libé, 25% des plus pauvres sont déjà morts. À 65 ans, bien joué, on monte à 30% des pauvres auxquels il n'y a plus à verser de retraite. Et si on prend 67 ans, bingo, là c'est presque 40% des pauvres qui sont morts. J'aimerais rappeler que l'espérance de vie en bonne santé est de 63 ans. La question c'est, est-ce qu'on travaille pour vivre ou est-ce qu'on vit pour travailler? Nous ne sommes pas d'accord qu'après le travail, ce soit la misère ou le cimetière. Évidemment, je comprends que quand on parle d'une réforme des retraites, c'est toujours un sujet d'inquiétude. Et moi, je ne renonce pas à convaincre. Some of you may die, but it's a sacrifice I am willing to make. Si tout de même des voix s'élèvent pour dénoncer cette extraordinaire brutalité, les gouvernants font semblant d'avoir pris la mesure de cette émotion populaire et d'en tenir compte. Mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de convaincre les Français qu'on a été attentif à toutes les situations particulières, que cette réforme, elle est juste et qu'elle permet des progrès sociaux. Nous conservons une ambition de justice. On veut être le plus juste possible. On a une réforme qui est juste. La justice, donc, voilà l'un des objectifs de la réforme, d'après Elisabeth Borne, un mot siglé derrière elle pendant sa prise de parole et repris en chœur par tout le gouvernement. Parce que l'enjeu, c'est de mener une réforme de justice sociale. La nécessité de ne pas parler que d'argent, mais parler aussi de justice. C'est une réforme qui est aussi porteuse de progrès, de justice. Des avancées de justice, des mesures de justice. Justice, justice, justice. Voilà, donc une réforme de justice, manifestement. Par définition, une loi qui fait que les gens partent à la retraite plus tard, c'est une réforme qui est plus dure socialement. On peut le présenter comme on veut, mais ça me paraît évident que c'est plus dur socialement. Moi, ce que je dis, c'est que voilà, ce plan du gouvernement reprend globalement mes principes, donc je ne vais pas critiquer ce que j'ai défendu, mais il faut aller plus loin. Et si le gouvernement avait été honnête, il aurait mis la retraite à 67 ou 68 ans pour que la France ne coule pas. Ils y vont par étapes. Mais ne rêvez pas. La prochaine réforme, c'est 67. Je vous le dis, sinon on est mort. Les gens ont le droit de ne pas être d'accord. Je pense que les gens qui sont pour la retraite à 60 ans sont des irresponsables. Tout simplement, on ne peut pas financer à 60 ans. La question, c'est combien ça coûte, déjà? À la retraite à 60 ans, c'est très cher. C'est 27 milliards d'euros par an. Donc voilà, comment on finance? Une des premières solutions, ce serait de taxer de nouveaux types de revenus. Une des grandes modifications du travail, c'est la part pour la finance, pour les dividendes, plutôt que pour les salariés. Les dividendes du CAC 40, ça augmente chaque année. Ils ont battu des records encore l'année dernière, alors qu'on était passé par le Covid, etc. Une des pistes de financement, c'est celle-ci. C'est, par exemple, faire cotiser ces nouveaux revenus, les dividendes, qui explosent. Est-ce qu'il y a une autre solution? Oui, il y en a encore une autre si vous ne voulez pas créer ça. Tous les salaires qui sont au-dessus de 3 400 €, vous mettez une surcotisation de 2 points et vous financez la retraite à 60 ans. Donc il faut arrêter de faire passer pour un progrès ou une loi d'équilibre ce qui est revenir au système des retraites quand il a été créé pour la première fois en 1910. Alors oui, je vous le dis, la retraite à 60 ans, c'est possible. Mais pour ça, il faut que chacun prenne sa part, comme nous le dit la Première ministre. Et moi, je demande beaucoup de réalisme aux uns et aux autres par rapport à notre pays. Il faut faire acte de citoyenneté, pas uniquement d'individualisme. L'économiste Thomas Piketty vient de rappeler dans Le Monde
que les 500 plus grandes fortunes de France sont passées depuis 10 ans de 200 milliards à 1000 milliards d'euros et qu'il suffirait d'imposer à 50% cet enrichissement exceptionnel, en laissant donc la moitié de leurs bénéfices à ces heureux nababs, pour rapporter 400 milliards dans les caisses de l'État. Ce qui est formidable, c'est que vous m'expliquiez aussi qu'on vit dans un monde d'austérité, dans une France qui est au sommet dans les classements du monde en termes déjà de fiscalité sur l'ensemble des impôts. Mais évidemment, ça n'est pas assez pour créer le vrai paradis. Évidemment, il faut juste encore un petit peu augmenter. Mais c'est toujours des chiffres délirants, les chiffres que vous citez. Ben oui, c'est délirant. Qu'est-ce qu'on fait au bout d'un moment quand on a 10 bagnoles, 10 maisons? Les chiffres que vous citez n'ont aucun sens. D'abord, ce n'est pas en taxant 4 riches qui vont disparaître tout de suite qu'on arrivera à régler nos problèmes collectifs. On a l'impression qu'aujourd'hui, augmenter l'impôt sur soit les grandes fortunes, soit les grands revenus, ou les deux à la fois d'ailleurs, ce serait inédit, mais il faut se rappeler que même dans l'Amérique républicaine de Roosevelt, les taux d'imposition sur les plus hauts revenus étaient au-delà de 90%, et les choses fonctionnaient très bien. Je voulais vous parler des services publics. Les services publics, où va l'argent? Voilà, c'est ça ma question. C'est la question que se posent beaucoup de Français. Ils payent des impôts, ils payent des taxes, pourtant les RER sont bondés, les hôpitaux s'effondrent, les profs manquent, les étudiants galèrent et les retraités ont des pensions de misère. Les Français vous le demandent, où va leur argent ? Non, moi je... Mais tu rigoles. Non, plus tard. Alors, où va l'argent? On n'a pas toutes les réponses, mais on en a quelques-unes. Enfin, Macron, aller-retour au Qatar, 500 000 €. Ça fait cher, hein, pour le moment de gênance avec Mbappé, hein, ça nous... toi hein? À ce prix-là, t'as envie de dire, hé, Kylian, fais-nous une zizou, quelque chose, toi. Ce scandale des 200 milliards d'euros d'aide publique donnés aux grandes entreprises chaque année sans aucune contrepartie. C'est 30% du budget de l'État qui va en aide publique aux entreprises, des aides qui sont peu conditionnées, peu évaluées et qui sont captées pour l'essentiel par les grands groupes. Le gâteau pour le CAC 40, des miettes pour les petites entreprises, les boulangers et les artisans. Mathieu Koch, économiste, met en perspective ces chiffres. Il faut savoir qu'il y a plus de 2000 dispositifs de soutien aux entreprises. Et regardez, on est passé de 10 milliards en 1980 à 156 milliards en 2019, avant le quoi qu'il en coûte. Et ces aides aux entreprises, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple le CICE, qui coûte 20 milliards d'euros à l'État par an depuis 2013 pour à peine une centaine de milliers d'emplois créés. Avec tout cet argent, on aurait pu financer 500 000 emplois dans la santé et l'éducation, payés 2 000 € net par mois. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Ils ont affamé les caisses de la sécurité sociale. Comment? En faisant des exonérations de cotisations sociales. La baisse des charges sociales et salariales et patronales, la droite a rêvé de le faire et ne l'a jamais fait. Une baisse des charges. Il faut baisser les charges. Il faut baisser les charges. Je gèlerai les charges. Nous allons avoir un dispositif exceptionnel d'exonération. Exonération. Exonération de charges. Le CICE sera transformé en un allègement de charges. Il y a clairement une ligne rouge pour nous, c'est de ne pas augmenter le coût du travail. Et on vous rappelle que le coût du travail, c'est votre salaire à vous. Y compris les cotisations, hein. Les cotisations, c'est du salaire. Exactement. Et là, Elisabeth Borne, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut que vous soyez mal payé pour que les entreprises tournent bien. C'est le concept de base. C'est bien de baisser les charges des salariés. Toutes ces cotisations sociales, c'est ce qui alimente les caisses de la Sécu et des retraites et ce qui permet de ne pas avoir les déficits. Donc on crée les déficits et après on va voir les Français en disant « Ah mais regardez !» Tous ces déficits, c'est pas normal, donc il faut travailler jusqu'à 64 ans. Et donc la réforme des retraites, elle vient là. Il faut faire des économies sur les retraites pour équilibrer la baisse des impôts de production. C'est écrit tel quel dans le projet de loi de finances de 2023. Nous proposons un projet qui finance exclusivement nos retraites. Je le répète, chaque euro cotisé servira à financer nos retraites, rien d'autre. Nous avons un système de retraite qui est déficitaire, un solde négatif. À partir de 2023, nous arrivons à un déficit de moins de 2 milliards d'euros qui est pris au budget de l'État. Vos arguments, ils sont parfaits. Qui est peut-être plus efficace, parce qu'ils permettent le débat. C'est très bien ce que vous dites. Vous nous dites, il y a urgence parce qu'il manque rien que l'année prochaine, 2 milliards. Vous vous rendez compte, 2 milliards cette année. Eh bien, c'est marrant. Qui c'est qui a voté l'exonération de cotisation pour les heures sup? Et vous savez combien ça coûte l'exonération de cotisation pour les heures sup qu'a voté notamment Madame Hay? Oui. 2 milliards d'euros. Et j'assure.
Voilà. Alors que vous voulez imposer aux Français de travailler jusqu'à 64 ans pour faire des économies, les entreprises du CAC 40, elles, ont reversé à leurs actionnaires près de 80 milliards d'euros. Et toutes avaient reçu des aides publiques. Et il n'y a rien dans votre loi qui sera prévu pour aller chercher de ce côté-là, du côté de vos amis qui ne sont pas imaginaires, vos amis milliardaires, vos amis que Emmanuel Macron reçoit à l'Elysée encore vendredi dernier en les assurant qu'il n'y aura rien sur les super dividendes, rien sur les super profits. Nous avons fait le choix de demander de consacrer les efforts sur le fait de travailler un peu plus longtemps que sur le matraquage fiscal des uns et des autres. Les macronistes, s'ils souhaitaient vraiment protéger le système de retraite, pourraient taxer partiellement les profits exceptionnels réalisés depuis 10 ans par les 500 personnes les plus riches de France. Mais bien sûr, il n'est pas question pour le président des riches de procéder à une telle réforme qui pénaliserait les possédants, alors qu'il est tellement plus simple de voler aux pauvres quelques années de repos supplémentaires. S'il n'y avait pas, comme vous dites, ces patrons du CAC 40 et ces milliardaires, je l'ai dit l'autre jour, 10% des 10% de gens créent 90% de l'impôt. Christ, what a cocksucker. Ok, on va dire que je suis un suceur de tub. Bolloré, il engage des milliers de personnes. La plupart sont anglophones, la minorité la plus pauvre du pays. Ce sont souvent eux qui acceptent ce travail physique. Récolter des noix de palme qui produiront de l'huile. Ça pèse lourd et c'est hyper lourd. La hauteur là, c'est déjà dur pour soulever. Si ça pèse, il faut être fort pour soulever ça. Ils ont des protections? Non, tu vois, je venais de dire tout à l'heure, tu as vu. C'est un travail difficile? Oui, trop dur. Et le salaire est vraiment faible. Si tu commences à virer les Bolloré, les Bernard Arnault, ces gens-là, on est mort. Oh, who's a good boy? Who's a good boy, huh? Who's a good boy? Mais... Oh, who's a good boy? I am... Je vais vous dire ce qu'ils font. Dans ce domaine, comme ils l'ont fait pour l'école, comme ils l'ont fait pour la santé, ils saccagent tout pour que ça devienne un marché. En fait, la réforme des retraites va entraîner une plus grosse partie des gens, notamment les plus riches, qui vont aller vers la capitalisation. Et puis pour moi, c'est le début de la fin. On veut le détricoter totalement, ce système de retraite. Si vous n'êtes pas content de votre Parcoursup parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, vous allez à l'école privée et vous vous endettez. Si vous n'êtes pas content de l'hôpital, vous allez à la clinique privée, etc. Et donc, non, mais attendez, c'est ça le cœur du sujet. Et donc là, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y a 330 milliards tous les ans qui sont mis en circulation entre nous, les gens qui cotisons et ceux qui sont à la retraite, et ces 350 milliards, comment les transformer en fonds de pension? C'est ça leur objectif. Tout cela à la demande de l'Union européenne et bien sûr, pour la plus grande joie, des fonds de pension et des fonds comme BlackRock qui ont toujours voulu mettre la main en fait sur un système de répartition, le système français, qui était un des derniers systèmes qui permettait de partir si tôt à la retraite et de fonctionner. Non, c'est mieux quand on peut prendre l'argent des pauvres pour en faire de l'argent. On sait bien que dans ces milieux-là, dans les milieux des investisseurs, une réforme de la retraite montre, elle n'a aucun intérêt en elle-même, ils s'en foutent en fait. Fondamentalement, d'un point de vue comptable, ils s'en foutent. Hein. C'est des signes qu'on envoie pour dire... Le pays, on va vous le préparer, on va vous le fignoler de sorte que vous puissiez vous arriver et investir n'importe comment. Il n'y aura plus de droit social, il n'y aura plus de droit du travail. Allez-y. Donc venez, investissez. C'est la lutte contre l'économie de marché, en réalité, tout ça. Parce que l'économie de marché veut casser ça. Donc il doit y avoir absolument une convergence des luttes entre les mouvements plutôt jeunes d'action contre le réchauffement climatique et cette réforme des retraites. Parce que les deux symbolisent finalement un même mode de pensée. Plus les jours passent et plus les Français désapprouvent la réforme des retraites. Ils sont désormais 66% à y être opposés. C'est 7 points de plus qu'il y a une semaine. Quand 7 Français sur 10 vous disent non, quand 8 salariés sur 10 vous disent non, quand 2 tiers des Français vous disent il faut aller chercher dans les grandes fortunes et dans les grandes firmes, vous ne comptez pas convaincre, vous comptez seulement vaincre. Vaincre par la lassitude, vaincre par la résignation, vaincre par le dégoût. Ma question est, mesurez-vous le mal que vous faites à la République en vous fondant là-dessus? D'une part, le président de la République a été élu en affichant clairement la volonté de faire cette réforme. Les parlementaires de la majorité présidentielle ont été élus en affichant clairement la volonté de faire cette réforme, et c'est mon cas. Et je crois que c'est aussi ça, faire preuve d'un peu de courage politique. On peut s'accorder sur le fait que la légitimité démocratique, elle est issue des urnes. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite.
Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Macron sait, avec sa toute-puissance, qu'il ne convaincra pas les Français. Il a renoncé à convaincre les Français. En revanche, il compte sur la résignation des Français. Abandonnez vos postes! Fuyez! Fuyez pour vos vies! Et c'est notre pire adversaire. Notre pire adversaire, c'est pas Borne, c'est pas Macron, c'est même pas la finance, c'est l'indifférence des gens. On fait les ordonnances travail et ça passe. On fait la réforme de la SNCF. On met fin au statut. Et on ouvre la concurrence. On s'attend à des blocages complets. Et mais ça n'a pas tant que ça. Il y a des grèves, mais ça passe. On dit qu'on va pouvoir entrer dans les universités, dans l'enseignement supérieur, sur le fondement d'une orientation sélective. Si vous avez suivi l'actualité politique des 20 ou 30 dernières années, vous savez que c'est une bombe. On le fait. Il y a des universités qui sont occupées. On les désoccupe. Et ça passe. C'est l'indifférence qui gèle les âmes, c'est l'indifférence qui pèse comme un couvercle, et c'est ce couvercle que nous devons soulever. Le macronisme, au moins pour le moins, considère que c'est la mère des batailles. Voilà. Donc si vraiment vous avez accumulé de l'hostilité vis-à-vis de... C'est vraiment le moment d'engager la bataille contre eux, parce que c'est vraiment la bataille qui leur importe, vraiment. Ça fait très longtemps qu'ils le préparent, c'est leur chose, quoi. C'est leur Coupe du Monde à eux, quoi. Donc c'est le moment ou jamais de régler le sort de cette clique. Il nous faut réveiller la joie, il nous faut réveiller l'orgueil. Maintenant, il faut qu'on aille réchauffer le pays. Préparez-vous à vous battre.